Bonsoir à tous, Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. L'attaque de la base militaire de Djibo dans le nord du Burkina Faso, revendiquée par le GSIM, un groupe affilié à Al-Qaïda. Cette revendication intervient au moment où des centaines de manifestants sont descendus dans les rues de Ouagadougou pour marquer leur opposition à certains membres du nouveau gouvernement. Qui du Parti démocrate ou du Parti républicain prendra le contrôle du Congrès pour les 2 années à venir? La décision repose sur une poignée d'États. Le 8 novembre prochain, les électeurs américains se rendront aux urnes. Blanche Sanou prendra le pouls de la campagne. Les femmes sont de plus en plus au centre de l'action, autrefois rares dans les films d'action américains. On les voit aujourd'hui dans des grosses productions à succès et dans des plateformes de streaming. Nous en parlons dans un instant et bien sûr, Roger Moutou sera de la partie avec Culture Hebdo. Manifestation tous azimuts à Ouagadougou, au Burkina Faso. Des manifestants pro-russes se sont rendus au camp Bilazagré, en périphérie de la capitale, et ont donné 72 heures à la France pour quitter le Burkina, selon l'agence d'information du Burkina Faso. Ailleurs à Ouagadougou, mais aussi à Bobo-Dioulassou, d'autres manifestants réclament le départ du nouveau gouvernement de 5 anciens ministres de l'ancien pouvoir de Paul-Henri Damiba. 2 nouveaux ministres sont aussi contestés, celui de l'urbanisme, Yacouba Dié, et Donatien Nagalo du commerce. Yacouba Ouedraogo a joint à Ouagadougou Aubin Guébré, rédacteur en chef de la télévision BF1. Pour ce qui est du ministre en charge de l'urbanisme, il est clair que vous vous souvenez qu'il a été celui-là qui a conduit l'opération 40 000 logements sociaux lancés par le président du Faso à l'époque, Roch Christian Kaboré. Et donc, c'est une opération qui ne s'est pas bien passée. Le bilan, après, qui a été dressé, était mitigé. Beaucoup de Burkinabés se sont sentis grugés dans cette affaire, puisqu'il fallait verser 2 000 francs. Et à la suite, il devait avoir un tirage au sort qui devrait permettre à certains d'avoir une parcelle. Et pour beaucoup, justement, les choses ne se sont pas passées dans la transparence totale. Et donc, les Burkinabés gardent une image pas tout à fait bonne, justement, de M. Dié, qui est aujourd'hui donc porté à la tête de ce département en charge donc de l'habitat. Il y a effectivement le cas du ministre Dié, mais également le cas du ministre en charge du commerce et de l'industrie, le ministre Nagalo, Donatien Nagalo, qui est un ancien, qui était secrétaire général donc dans le syndicat de commerçants, le Sinakombe. Et justement à ce niveau aujourd'hui aussi, de par le passé, sa structure a eu à organiser une opération de collecte de fonds en vue de soutenir justement les commerçants dans leur activité. Et là aussi, c'est une question de bilan qui a été jugé mitigé et qui rattrape aujourd'hui le ministre Nagalo. Certains commerçants estiment qu'il n'est pas la bonne personne pour gérer le secteur du commerce parce qu'il a effectivement été pas du tout clair dans la gestion justement de cette opération de collecte de fonds auprès des commerçants. C'est à croire que le gouvernement justement n'a pas eu le temps de mener une enquête de moralité sur chaque membre du gouvernement appelé à servir aujourd'hui l'État. Il y a également d'autres manifestants à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso qui arborent des drapeaux russes et qui demandent le départ de la France du territoire. Ils donnent même un ultimatum de 72 heures. Est-ce qu'il faut faire un lien avec
cette déclaration du capitaine Ibrahim Traoré qui aurait dit qu'il ne ferait pas appel à Wagner dans la lutte contre le terrorisme. Cette information venue du sous-secrétaire d'État américain sur le fait que Ibrahim Traoré aurait promis justement de ne pas faire appel à Wagner, justement laisse perplexe pour certains Burkinabés qui étaient dans la rue pour soutenir le coup d'État du capitaine Ibrahim Traoré et qui espéraient justement qu'il y aurait changement de paradigme dans la coopération militaire. Effectivement, c'est une déception et donc pour eux, il est question ici de donner de la voix pour rappeler aux autorités burkinabées qu'il y a des engagements qui ont été pris et qu'il faudrait rester dans cette dynamique. Et toujours au Burkina Faso, on le disait en titre, le GSIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, importante alliance djihadiste au Sahel liée à Al-Qaïda, a revendiqué la libération d'une soixantaine de prisonniers lors de l'attaque perpétrée lundi contre une base militaire de Djibo dans le nord du pays. Selon un communiqué authentifié et traduit par SITE, un organisme américain spécialisé dans la surveillance des organisations djihadistes, le GSIM a revendiqué l'attaque contre cette base militaire. Le groupe affirme avoir tué 10 soldats et libéré 67 prisonniers. Plus de 400 armes légères ont été également emportées par les djihadistes, selon leur communiqué. Et dans le même registre, la propagation des attaques de groupes djihadistes sur le territoire togolais à partir du Burkina Faso a fait plus de 4000 déplacés dans le nord du Togo depuis le début de l'année, selon Lomé. Le Togo a subi au moins 5 attaques, dont 2 meurtrières depuis novembre 2021 dans l'extrême nord du pays, en proie à des incursions des groupes djihadistes présents de l'autre côté de sa frontière au Burkina Faso. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont aux prises avec des insurrections djihadistes et les États côtiers voisins comme le Bénin, le Ghana, le Togo et la Côte d'Ivoire s'inquiètent depuis plusieurs années de débordements de la violence sur leur territoire. En République démocratique du Congo, près de 40 000 personnes sont déjà déplacées depuis la reprise des combats entre l'armée et les rebelles du M23 dans l'est du pays. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies au Tchad tire la sonnette d'alarme. Les détails avec Dili Diko. Les affrontements dans l'est de la République démocratique du Congo entre l'armée et les rebelles du M23, après plusieurs jours de combat, ont fait au moins 10 morts et des dizaines de blessés. Sur cette route, des centaines de personnes fuient les combats. Lorsqu'elles arrivent en sûreté, les lieux sont déjà bondés d'autres réfugiés. C'était aux heures du matin que nous avions entendu des coups de feu vers les collines. Après, nous avons fui lorsque la situation s'est aggravée. Je viens de fuir la guerre à Nice ici. Nous avons entendu beaucoup de coups de feu car nous avons vu les M23 qui sont venus nous attaquer. Voilà pourquoi nous venons ici à Kanyaruchinya. Suite à ce regain de tension, Kinshasa et Kigali s'accusent mutuellement. La RDC affirme que le Rwanda soutient le M23, ce que les autorités de Kigali contestent. Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, en RDC, au moins 40 000 personnes auraient été déplacées par les récentes violences. Ce chiffre inclut 2500 habitants ayant traversé la frontière rwandaise. L'ONG Médecins sans frontières demande la création d'un corridor humanitaire pour évacuer les civils. Depuis la reprise des combats jeudi dernier, on estime qu'à peu près près de 40 000 personnes sont déplacées. Ça, c'est seulement pour la zone de Rutshuru. Ici, nous sommes à l'école primaire Mboga, non loin de Goma. Et au moment où je vous parle encore, il y a des personnes qui arrivent, des familles qui arrivent à moto avec leurs enfants, avec leur bétail, des chèvres et tout ça. C'est une situation qui est humainement très difficile à voir. L'ONU appelle tous les groupes armés à respecter le droit humanitaire international et à permettre aux organisations d'accéder aux personnes qui en ont le plus besoin. Et on en vient à cette mobilisation à New York. La plateforme de concertation de la diaspora tchadienne organise aujourd'hui à New York justement
Une manifestation pour attirer l'attention de l'opinion publique internationale sur la situation politique en N'Djamena. Cet événement survient quelques jours après la répression, autant pour moi, de manifestations au Tchad qui ont fait plusieurs dizaines de morts, de sources officielles. Sur place à New York pour cette manifestation, Ginny Niwa. Des manifestants sont venus protester devant le siège des Nations Unies, notamment pour l'accélération du processus de transition au Tchad, mais également pour les massacres commis lors des manifestations la semaine dernière. On peut lire des messages anti-Macron, mais également anti-France-Afrique. Suivons les réactions. Nous sommes venus aujourd'hui pour soutenir nos frères du Tchad, parce que ceux qui tuent au Tchad sont ceux qui tuent aussi en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays de l'Afrique. Nous avons les mêmes problèmes et ensemble nous allons trouver les mêmes solutions. Nous sommes encore ici pour parler du massacre qui se passe en ce moment au Tchad. Et cette manifestation est initiée par les panafricains. Ce ne sont pas seulement les Tchadiens qui ont initié, mais c'est les Africains émus par les massacres qui se poursuivent au Tchad. Et dans un premier temps, nos pensées vont d'abord aux vies perdues, aux familles endeuillées et ceux qui sont blessés. Il y en a de toutes sortes. Il y en a qu'on a enlevés, on a égorgés, on a jetés dans le fleuve. À l'heure où nous parlons, il y en a qui gémissent dans des prisons improvisées. Après avoir passé plusieurs années dans le geôle de l'ex-dictateur Hissène Habré, je m'étais déterminé à combattre pour la paix de mon pays. Et c'est ce qui m'avait motivé aussi à les traduire en justice. Aujourd'hui, nous sommes ici par rapport à ce qui se passe depuis le 20 octobre, où on ne fait que tuer des centaines de jeunes à cause de la manifestation pacifique qu'ils sont sortis pour dénoncer ce gouvernement illégal. Parce qu'ils avaient déclaré qu'ils ne pourront pas continuer, ils ne passeront que 18 mois de transition et ils remettront le pouvoir aux civils. Depuis les massacres de la semaine dernière, les réactions se multiplient et les manifestations de soutien au peuple tchadien ont lieu dans plusieurs parties du monde. Ginny Niwa, VOA Afrique, New York. Merci Ginny. Des morts sur un autre front, c'est ce qu'on veut éviter au Nigeria où la police a annoncé avoir renforcé la sécurité dans tout le pays en raison d'un risque accru d'attaque terroriste sur Abuja. Les États-Unis ont ordonné à leur personnel diplomatique non essentiel de quitter la capitale nigériane dans un communiqué publié jeudi soir. La police nigériane a demandé à tous ses hauts gradés de renforcer la sécurité dans leurs juridictions respectives, en particulier dans la capitale. L'inspecteur général de la police a exhorté les habitants de l'agglomération de 6 millions d'habitants à rester vigilants et à signaler à la police tout événement inhabituel ou toute personne suspecte. Outre les États-Unis, d'autres pays, dont la Grande-Bretagne, l'Australie et le Canada, ont émis des avertissements similaires. Le contrôle du Congrès américain sera en jeu le 8 novembre lorsque les électeurs se rendront aux urnes pour choisir les nouveaux membres de la Chambre basse et le tiers du Sénat. Comme l'explique Catherine Gibson, correspondante au Congrès de la VOA, seule une poignée d'États à travers le pays décidera si les démocrates restent au pouvoir ou si les républicains remportent la majorité. C'est un récit de Blanche Sanou. Après des mois de campagne, des millions d'électeurs mobilisés et des centaines de millions de dollars dépensés dans quelques États pivots sur l'échiquier électoral, rien n'est certain pour le contrôle du Congrès. Je me sens bien. Le président Biden fait campagne en Pennsylvanie où le démocrate John Fetterman est confronté à des problèmes de santé suite à un récent accident vasculaire cérébral. Cela m'a bouleversé, mais je vais continuer à remonter.
Federman affronte le candidat républicain, le Dr Mehmet Oz, qui est soutenu par l'ancien président Donald Trump. Je soutiendrais Donald Trump s'il décidait de se présenter à la présidence. Il est plus qu'un candidat. C'est une histoire beaucoup plus importante sur la façon dont nous allons construire une plus grande nation pour que plus d'Américains se sentent en sécurité. Les sondages montrent que la course au contrôle du Sénat est si serrée qu'il n'y a aucun avantage pour l'un ou l'autre parti. Dans l'État méridional de Géorgie, où le vote anticipé est déjà en cours, les problèmes sociaux ont également joué un rôle dans la course. Le candidat républicain Herschel Walker a nié les allégations selon lesquelles il aurait payé pour qu'une petite amie se fasse avorter. L'affaire de l'avortement est fausse. C'est un mensonge. Les sondages montrent une course serrée entre Walker et le sénateur démocrate Raphaël Warnock. Je pense qu'une partie du problème avec notre politique en ce moment, c'est qu'elle concerne trop les politiciens. Et dans l'État de l'Arizona, l'immigration est une préoccupation majeure. Mark Kelly, candidat démocrate au Sénat, prend ses distances avec la politique frontalière de Biden. J'ai été fort sur la sécurité des frontières et j'ai tenu tête aux démocrates quand ils se sont trompés sur cette question, y compris le président. Son adversaire républicain Blake Masters, comme de nombreux candidats soutenus par Trump à travers le pays, continue de prétendre que la fraude a gâché les élections de 2020, même si de nombreuses poursuites sur la question ont toutes échoué devant les tribunaux. Je soupçonne que le président Trump serait à la Maison-Blanche aujourd'hui si la grande technologie, les médias et le FBI ne travaillaient pas ensemble en appuyant sur la balance pour y faire entrer Joe Biden. Les 435 sièges de la Chambre des représentants sont en jeu, de même que 35 au Sénat. Une campagne qui se jouera certainement aussi sur Twitter. En tout cas, l'oiseau est libre, c'est pas moi qui le dis, c'est un tweet d'Elon Musk en référence au surnom de Twitter, l'oiseau bleu, après avoir pris le contrôle de la plateforme qu'il a acquise pour 44 milliards de dollars, 6 mois après que son offre a été acceptée et suite à de nombreux rebondissements. Le patron de Tesla avait déclaré auparavant dans la journée qu'il achèterait Twitter pour aider l'humanité et permettre à toutes les opinions de s'exprimer librement sur le réseau social. Mais Twitter devra en Europe respecter la réglementation sur les grandes plateformes qui vient d'être adoptée, a prévenu vendredi le commissaire européen au marché intérieur. Quant à l'ancien président Donald Trump, ici aux États-Unis, il s'est réjoui vendredi que Twitter soit entre de bonnes mains. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington, D.C. sur VOA Afrique. L'information vous revient dans un instant. Écoutez la VOA en Wolof au Sénégal sur FM 102, notre fréquence à Dakar, et Josan FM 105.8, notre station partenaire à Toubatoul. Au menu, des émissions spéciales produites par les étudiants des 3 meilleures écoles de journalisme de Dakar. Chaque jour, chaque heure, Voix des jeunes, par les jeunes et pour les jeunes, traite des faits de société, allant du chômage à la prostitution, en passant par la jalousie au sein des familles. Les mercredis, samedis et dimanches, à partir de 9h heure locale dans Pentio, nos journalistes en herbe vous donnent rendez-vous sous l'arbre à palabres pour une demi-heure de débat sur les questions brûlantes de l'heure. La VOA en Wolof, une autre facette de l'actualité au Sénégal, vue par les jeunes journalistes sénégalais. Vous suivez Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie. Nous émettons en direct de Washington, D.C. En 1955, en pleine Amérique ségrégationniste, Emmett Till, un adolescent noir, est lynché et l'image de son corps mutilé lors de ses obsèques fait le tour du monde. Une statue lui rendant hommage vient d'être dévoilée à Greenwood dans l'État du Mississippi. Claire Morin-Gibault. Originaire de Chicago, Emmett Till était un adolescent sans histoire qui rendait visite à des membres de sa famille dans le Mississippi, État ségrégationniste du Sud. Accusé d'avoir sifflé et touché une femme blanche dans la rue, Emmett Till est enlevé, torturé et tué.
Lors de ses obsèques, sa mère exige que son cercueil reste ouvert afin que le monde se rende compte des sévices qu'il avait endurés. Ces images insoutenables sont reprises par la presse et Emmett Till devient un symbole de la lutte pour les droits civiques. Je suis Emmett Till, un Emmett Till vivant, un Emmett Till intelligent et je veux vivre. Merci. Cet héritage est toujours présent aujourd'hui, alors que la ville de Greenwood, au Mississippi, vient de dévoiler une statue d'Emmett Till, non loin d'où son corps a été retrouvé. Je suis née 1 an après sa mort, mais mes grands-parents m'ont élevée en gardant cette histoire au premier plan, nous répétant qu'il fallait toujours être sur nos gardes et de ne jamais parler ou faire quoi que ce soit qui attirerait l'attention sur ce que nous savions et ce qui était arrivé à Emmett Till. Des centaines de personnes ont assisté à cette inauguration et l'émotion était grande. Cela signifie tellement pour moi parce que j'ai assisté au procès et j'ai vu le jury. Ils n'avaient aucune intention de faire quoi que ce soit. La justice a été tournée en dérision. Et alors j'ai juré que si jamais j'en avais l'occasion, je ferais de mon mieux pour améliorer la vie des Africains américains. L'inauguration de cette statue coïncide avec la sortie ce mois-ci de Till, un film qui retrace l'histoire d'Emmett Till, mais à travers les yeux de sa mère, Mamie, et de son évolution en tant que militante des droits civiques. C'est vendredi et c'est l'heure de Culture Hebdo, un rendez-vous qu'on ne manque plus avec Roger Montou. Bonsoir Roger. Bonsoir John, ça va bien? J'adore la cravate. Hein. Ah merci. Alors, on va parler de Giuliano da Empoli qui reçoit le Grand Prix de l'Académie française. Exactement John, l'Italo-Suisse Giuliano da Empoli a reçu hier jeudi le Grand Prix du roman de l'Académie française pour Le Mage du Kremlin, un roman critique vis-à-vis du président russe Vladimir Poutine. Dans ce roman publié en avril aux éditions Gallimard, il dresse un panorama des mécanismes du pouvoir en Russie au cours des 30 dernières années. Né à Neuilly-sur-Seine, banlieue chic de Paris, Giuliano da Empoli, 49 ans, a été le conseiller politique du président du Conseil italien Matteo Renzi. Mon livre est vraiment imprégné d'une certaine littérature française qui a sa place à l'Académie depuis longtemps et qui décortique le pouvoir et qui l'observe, a déclaré le lauréat à la presse. Giuliano da Empoli est par ailleurs l'un des 4 finalistes de l'édition 2022 du prestigieux prix Goncourt qui sera annoncé le 3 novembre, John. Alors, vous avez également reçu cette semaine l'artiste béninoise Issé. Ah ouais, Isé, exactement, Isé, c'est vrai, il a une très très belle voix, Isé. Il a une très très belle voix. Alors, Isé, de son nom de naissance Audrey Baguida, est une chanteuse et actrice française d'origine béninoise, comme John l'a dit, née dans le sud de la France, à Draguignan. Elle a très rapidement rejoint des groupes anglo-saxons, notamment nigériens, car elle chantera avec le batteur légendaire Tony Allen, batteur de Fela Kuti et co-créateur de l'afrobeat. Sa musique est un mélange de plusieurs styles, notamment le jazz, le blues, le rock et j'en passe. Suivons un petit bout de notre entretien. Alors oui, je la décrirais comme ça, mais je la décrirais aussi parce que comme je suis née aussi vraiment à Draguignan, dans le sud de la France, j'ai aussi toute cette culture pop que j'adore. Et donc il y a vraiment tout dans la musique. Comme ça que je peux aller me mélanger avec Noel Gallagher en Angleterre qui fait vraiment du rock and pop quoi. Et qu'on peut s'entendre parce que je comprends sa vision, j'ai la mienne, on mélange, on crée quelque chose. Tony Allen avec qui je travaillais qui est créateur de l'afrobeat avec Fela Kuti, il me disait toujours la musique c'est une équation chimique en fait. On peut mélanger tout ce qu'on veut avec tout ce qu'on veut, il y aura toujours un résultat, il n'y a pas d'inconnu. On créera toujours quelque chose, donc il ne faut pas avoir peur d'y aller. Donc moi je mélange tout, je mélange vraiment tout.
l'intégralité de cet entretien sur voafrique.com. Voilà, John, c'est tout ce qu'on a prévu pour nos amis ce soir. Alors, merci Roger, des femmes formidables qui chantent et des femmes formidables qui font aussi du cinéma. On en parle donc dans le reportage qui va suivre. Donc, les actrices dans un rôle principal étaient autrefois rares dans les films d'action américains. Mais de plus en plus, de grosses productions à succès et des plateformes de streaming placent les femmes au centre de l'action, mettant en avant leur force et leur ingéniosité. En plus, ces héroïnes puissantes sont représentées sous divers traits ethniques, attirant un public plus large. C'est un reportage de Pénélope Poulot, un récit de Blanche Sano. Le film Alien, lancé en 1979, était révolutionnaire à l'époque, avec un rôle principal féminin incarné par Sigourney Weaver dans le rôle d'Hélène Ripley. Dans le scénario, elle devait combattre des extraterrestres dangereux dans une société spatiale corrompue. L'American Film Institute considère le rôle de Weaver comme l'un des plus importants de l'histoire du cinéma. Récemment, nous avons de plus en plus des héroïnes d'action comme Jennifer Lawrence et Katniss Everdeen dans Hunger Games, Gal Gadot dans Wonder Woman, Scarlett Johansson, super-héros dans Black Widow. Les héroïnes d'aujourd'hui sont plus diversifiées sur le plan ethnique. L'actrice amérindienne Amber Midthunder joue un chasseur extraordinaire dans le film d'action Prey de 2022, tandis que Viola Davis mène une unité de guerrières africaines à la victoire dans The Woman King. L'adhésion d'Hollywood pour des femmes chefs de file de l'action est motivée par la demande populaire, déclare la productrice de films primée aux Oscars, Kathy Schulman, qui défend l'égalité des sexes dans les industries de l'écran. Les femmes sont les principales acheteuses de contenu, que ce soit dans le cinéma, la télévision et le streaming. Et donc, en fonction de la demande, c'est de faire un film pour la majorité, pas pour la minorité. Les films avec des distributions ethniquement variées génèrent souvent des recettes mondiales plus élevées selon le rapport annuel de l'Université de Californie à Los Angeles sur la diversité à Hollywood. De telles représentations comptent beaucoup pour les jeunes cinéphiles. Sophia Panchal, 11 ans, dit qu'elle et sa sœur Jasmine sont particulièrement attirées par les personnages de la mini-série d'action télévisée Miss Marvel, mettant en vedette un super-héros, une adolescente pakistano-américaine. Surtout quand il s'agit de femmes. Cela me procure une satisfaction intérieure parce que je sais qu'Hollywood nous reconnaît. Il prête attention aux autres religions, à d'autres types de personnes. Le changement à Hollywood n'échappe pas à Vicky, la mère de Sophia. C'est un monde différent de celui où nous grandissons, car il y avait très peu de personnages principaux à l'écran féminin et fort. L'autonomisation des femmes à l'écran et hors écran est étroitement liée, selon Viola Davis, qui a réfléchi à la progression de sa carrière prolifique au cinéma. Et tout à coup, j'étais en mesure de faire des choix, mais de faire des choix puissants comme The Woman King et de faire venir ce matériel à moi, parce que tout dans cette entreprise est une question d'influence. À présent, avant de nous quitter, on va faire une plongée dans la mer pour parler de l'Égypte qui accueille le mois prochain le sommet sur le climat COP27 dans une station balnéaire de la mer Rouge où le changement climatique et les activités humaines menacent l'un des récifs coralliens les plus précieux au monde. Les récifs coralliens sont confrontés à une crise existentielle en raison du changement climatique. Cela conduit bien sûr à des températures de surface des océans plus élevées, à une acidification accrue. Les récifs coralliens sont situés en Égypte, à la périphérie des villes côtières, y compris Hurghada et Sharm el-Sheikh, où se tiendra donc la COP27 en novembre. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Bonsoir. Salut Jenny. Salut Roger. Dans Vous et Nous, on parle de sujets qui vous parlent. Dans Vous et Nous, Afrique
Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables. Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures. Et les bons petits plats. Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités. L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines. Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine. Vous et nous. C'est vous. C'est nous. C'est vous et nous.